Bonjour, chronique fantasy. Fantasy avec beaucoup de guillemets parce qu'en fait ça n'en est pas, mais c'est quand même lié à la fantasy. Je vais vous parler en effet du Canne Blanc de Harold Lamb qui est le deuxième volume de la série Les Lames Cosaques. Donc c'est un recueil qui comprend trois nouvelles dont les titres originaux sont The White Hand, Changanor et Roof of the World. C'est traduit de l'anglais par Julie Peton et Vincent. Il y a une préface de S.M. Stirling qui est traduite de l'anglais par Thierry Fraisse, l'éditeur. C'est illustré par Ronan Barret et c'est paru aux éditions Calidor dans la collection L'Âge d'or de la Fantaisie. Les trois nouvelles originelles datent de 1918-1919, compilées en 2006, ce livre français 2017 et il fait dans les 300 pages. Alors, ce recueil de nouvelles a été initialement chroniqué par ma pomme dans la revue Bifrost, dans un focus l'associant aux deux autres publications des éditions Calidor sorties en même temps, à savoir Les Centaures d'André Lichtenberger et Le Serpent Ouroboros volume 1 de Iar Edison. C'est un focus qui a été publié en fait directement sur le blog de la revue dans la rubrique Objectif Rune en plus du numéro 90 dont vous trouverez le lien dans les liens de la vidéo. J'ai cependant consacré des chroniques beaucoup plus longues et détaillées à chacun des trois volumes pris indépendamment, et voici donc pour le Canne Blanc. Joie! Les éditions Calidor nous reviennent avec trois nouveaux titres dans leur belle collection L'Âge d'or de la Fantaisie, dont celui-ci, le Canne Blanc, deuxième tome des Lames Cosaques, soit les aventures de Clyde, que ses ennemis appellent le loup, aventure entamée dans le remarquable volume qu'était le loup des steppes. L'occasion de retrouver, au-delà du rusé vieil homme qui est le héros de ces aventures, la maestria de son auteur, Harold Lamb, figure des pulps et plus particulièrement d'adventure, qui devait avoir une influence déterminante sur un certain nombre de collègues et successeurs, au premier rang desquels Robert E. Howard, grand fan devant l'Éternel, et qui saurait le moment venu tirer les enseignements de ses lectures de jeunesse dans ses propres récits d'aventures historiques et orientales, mais aussi dans sa fantaisie, Conan en tête. Quant au successeur de Howard, il pourrait à nouveau s'en inspirer. Je ne suis pas exactement un fan de David Gemmell, mais je ne serais pas surpris que ces récits de Draenei, tels que Légende et ses divers avatars, doivent également à Harold Lamb, d'autant que le prisme mongol y est particulièrement marqué. Je ne me prononcerai pas pour George R. R. Martin et ses Dothraki dans A Song of Ice and Fire, le trône de fer, mais bien d'autres noms pourraient sans doute être avancés. C'est tout de même un point à souligner, si Les Lames Cosaques, ainsi que la série est ici intitulée, a eu une influence colossale sur la Sword and Sorcery américaine ultérieure, en dépit du titre de la collection, elle ne relève pas à proprement parler de la fantasy. Les aventures se déroulent dans notre monde, aux environs du XVIe siècle, et si l'auteur prend des libertés avec l'histoire, c'est en veillant à rester dans un cadre suffisamment mal connu pour se permettre quelques audaces bienvenues. Par ailleurs, le surnaturel n'est pas vraiment de la partie. On croise bien des sorciers ou chamans ici ou là, mais s'ils prétendent disposer de pouvoirs magiques, rien ne l'implique dans les faits. Tout au plus, la première des trois novellas ici compilées, et d'une certaine manière la troisième, contiennent-elles des prophéties qui s'accomplissent, mais c'est là un ressort narratif classique en dehors de la fantaisie, tandis que l'ersatz très réduit de Civilisation perdue de la deuxième novella n'a pas l'ampleur coutumière des variations sur ce thème chez un Robert E. Howard, par exemple dans Elborak pour rester dans un cadre proche, et joue certes de vieux mythes, mais dans une perspective qui pourrait très bien être considérée comme réaliste, avec des guillemets. Dans les trois nouvelles, au fond, ce qui pourrait en apparence relever de la magie s'avère plutôt tenir de la chance, un facteur extérieur crucial, même dans les meilleures aventures, les plus serrées. Outre ces trois novellas publiées initialement dans Adventure entre décembre 1918 et avril 1919, et d'une petite centaine de pages chacune, il faut noter que, comme Le Loup des Steppes, et à vrai dire les autres titres publiés par Calidor de manière générale, le Canne Blanc dispose d'un paratexte limité mais bienvenu, en dépit d'une traduction par l'éditeur peut-être un peu limite. Une préface de S.M. Stirling sans plus, surtout des éléments publiés par l'auteur et son rédacteur en chef dans le courrier des lecteurs d'Adventure. Et comme les autres volumes, le Canne Blanc est également illustré assez abondamment. Le travail de Ronan Barret ne m'avait vraiment pas convaincu dans le premier tome, mais il y a de nets progrès dans ce deuxième tome, sans que ce soit renversant non plus. Les aventures de Clyde le Cosaque, d'abord un peu dispersées et de formats très divers dans Le Loup des Steppes, se mettent de plus en plus à constituer une saga. Les trois novellas recueillies dans le présent volume se suivent et font intervenir des personnages récurrents au-delà du seul Clyde. Par ailleurs, elles usent d'un cadre qu'on ne dira peut-être pas unique, néanmoins bien plus cohérent que dans le premier tome, où l'on voyageait énormément de l'Ukraine à l'Irak puis à la Mongolie.
En fait, il s'agit de poursuivre les ultimes errances de Clit dans sa dernière destination, à la recherche du tombeau de Gengis Khan, en faisant à son tour un Khan à la tête des clans tatars, ce qui unit les trois récits du Khan blanc. Les deux premières nouvelles se situent ainsi aux confins de l'Asie, entre le lac Baïkal et la Grande Muraille de Chine, et si la troisième revient davantage vers l'ouest, à la lisière du désert du Taklamakan puis à Kashgar, nous restons tout de même bien loin de l'Ukraine natale du Cosaque. Ce qui n'est en rien un problème, au contraire même. Harold Lamb, à qui son éditeur avait donné carte blanche du fait de la popularité de ses récits, en profite pour mettre en scène sa passion pour les peuples mongols, au sens très large, avec plein de guillemets. Je ne me sens vraiment pas d'entrer dans les détails de cette histoire très compliquée à tout point de vue. En se fixant ici sur les Tatars. Comme le Cosaque, et il semblerait qu'historiquement les Mongols aient usé des Tatars comme les Russes useraient des Cosaques à l'époque de Clit, et les Tatars ici mis en scène sont présentés comme autant de descendants des redoutables conquérants mongols, Gengis Khan en tête, qui fascinait Lamb, lequel lui avait d'ailleurs consacré une biographie. Il en a rédigé plusieurs, portant surtout sur des grands conquérants, comme par exemple Alexandre le Grand, un autre moyen pertinent de traverser l'Asie pour en faire un pont entre l'Orient et l'Occident. Dans le loup des steppes, le sang mongol de Clit l'avait amené à partir en quête du mythique tombeau de Gengis Khan, jusqu'à brandir son étendard devant les troupes chinoises. Et bien sûr, il y a son fameux sabre incurvé, que l'on dit avoir été celui du plus grand conquérant de l'histoire. Un héritage difficile à porter en ce XVIe siècle approximatif, où, passé les gloires de Gengis Khan, de Kubilai Khan et de Tamerlan, l'histoire des peuples des steppes est moins bien connue, ou en tout cas l'était quand Lamb avait écrit ses récits à l'aube du XXe siècle. Je suppose que cela a pu changer depuis. On suppose du moins l'époque et la région anarchiques, avec une complexe mosaïque de peuples qui s'affrontent sans cesse, tout en subissant à l'ouest la pression russe, notamment via les Cosaques d'ailleurs, et à l'est la pression chinoise. Ceci en outre dans un contexte culturel et notamment religieux flou et fluctuant, les trois novellas y reviennent régulièrement, qui mettent en scène des personnages tantôt tournés vers le chamanisme, le bouddhisme ou l'islam, tandis que le christianisme, présent, ne concerne qu'une minorité de personnages seulement, incluant cependant notre héros qui doit dissimuler cette foi aux yeux de ces hommes. Reste que cet ancrage historique et culturel vibre de la passion de l'auteur, sensible, tout en lui fournissant un cadre idéal pour des aventures épiques, où les combats et la ruse sont autant d'armes à prendre en compte, dans des luttes politiques extrêmement complexes, soit tout ce qu'il faut pour faire une bonne aventure de Clit, exotique, héroïque, futée et riche de bien cruels dilemmes, autant que de révoltantes trahisons. Clit a bien quelque chose d'un précurseur de Kull et de Conan, sans même parler d'Elborak, mais sous un angle bien particulier et éventuellement avec certaines limites. Tout d'abord, bon combattant, excellent cavalier, ce n'est toutefois pas un héros d'essence physique avant tout. Sa ruse est au moins aussi importante que son aptitude au combat, et probablement davantage, et il lui en faut de l'astuce dans ces complexes affaires où il est contraint de choisir entre des maux tous aussi redoutables les uns que les autres. C'est une dimension qui me le rend beaucoup plus sympathique que les héros wardiens, dont les performances martiales tentent à un moment ou à un autre à me fatiguer. J'imagine que cela explique pour partie pourquoi Bran McMorn est mon préféré. Les combats sont bien présents chez Lamb, moins scrupuleusement détaillés, plus resserrés, pas moins habilement chorégraphiés. Mais la ruse de Clit offre l'occasion de belles joutes d'un autre ordre et qui me parle bien davantage. Les Kull et Conan qui l'anticipent sont en fait surtout les rois vieillissants et qui regrettent le temps de l'aventure solitaire. Il y a bien de ça chez Clit, mais avec peut-être davantage de conscience qu'il ne peut plus vraiment se permettre, à mesure que ses cheveux grisonnent, de prendre le large ainsi qu'il l'avait toujours fait, pour parcourir l'Europe et l'Asie sans attache. Toutefois, ce statut passablement tardif de roi, avec des guillemets, lui préserve tout de même bien plus d'opportunités d'aventure et de voyage que pour Kull et Conan. La nostalgie demeure, oui, mais elle n'a dès lors pas les mêmes connotations que pour les héros de Howard dans leurs avatars de vieux souverains. L'âge est probablement une composante plus importante du personnage. Il y a cependant un autre aspect qui permet de faire le lien, peut-être de manière plus pertinente, et c'est son statut d'étranger. Kull et Conan sont essentiellement des étrangers, c'est en cela qu'ils sont des barbares. Tous deux chez Howard du moins, parce que pour avoir relu récemment quelques vieilles BD Marvel, j'ai constaté que les épigones et adaptateurs n'avaient pas toujours eu cette lucidité. Ils ont quitté leur terre natale, l'Atlantide pour Kull, la Cimmérie pour Conan, et définitivement, ils n'y retourneront jamais. En lieu et place, au terme de longues aventures, ils sont devenus les maîtres de royaumes civilisés, la Valusie pour Kull, l'Aquilonie pour Conan. Mais leur statut d'extérieur demeure qui leur vaut bien des ennuis. Il y a de cela chez Clit, mais sur un mode un peu renversé et peut-être un peu plus banal. Pas dit, car s'il y a quelques nuances d'importance tout de même.
En tout cas, l'Ukraine natale de Clit est bien lointaine, et si le sang de Gengis Khan qui coule dans ses veines l'associe aux Tatars sur lesquels il est amené à régner, il n'en demeure pas moins un étranger en leur sein, surtout pour les chamans et sorciers, ses pires adversaires, qui n'apprécient pas son extraction culturelle différente, et encore moins son christianisme quand vient le temps des révélations. Cependant, les Tatars dont Clit est fait Khan ne sont pas les civilisés valusiens et aquiloniens. La rupture avec le passé est donc moins brutale concernant notre héros cosaque que concernant les créations de Robert E. Howard. Il y a enfin l'idée d'un chef occidental à un peuple barbare oriental, mais Clit étant lui-même une forme de barbare, en tant que Khan blanc, titre à ne peut-être pas prendre trop au pied de la lettre, il n'est pas non plus tout à fait équivalent à Elborak, ou à son modèle, pour partie qu'était Laurence d'Arabie, quand bien même les exploits de ce dernier étaient tout récents et très médiatisés quand Lamb écrivait ses aventures cosaques. Tous ces aspects font la saveur de ce beau personnage, reste à l'impliquer dans de belles aventures, et Harold Lamb sait y faire. Quelques mots rapidement sur les 3 novellas figurant dans ce 2e volume. La première s'intitule Le Khan blanc et Clit y gagne ce titre, non sans mal. Les Tatars sont partagés quant aux vieux Cosaques, et à vrai dire, ceux qui se postent en alliés ne servent visiblement que leurs propres intérêts politiques, ce dont le loup a bien conscience. Cependant, les Tatars davantage hostiles ne peuvent dissimuler que le Cosaque les a impressionnés, à manier ainsi l'étendard de son ancêtre Gengis Khan devant les troupes chinoises. Et les Chinois ne l'ont pas oublié non plus, ils le font même savoir à Clit et aux Tatars. Un général du nom de Li Jusong, connu pour être impitoyable, est en route pour le punir. Et Clit décide de partir incognito pour lui faire face, seul. Pourtant, un Tatar du nom de Chagan le suit bien malgré lui, et c'est à 2 qu'ils se rendent à Shankiang, alors même que la ville est sous la menace d'un assaut du général chinois. Or, ce dernier est accompagné d'un vieux sage aveugle, Li Chanko, dont les prophéties pourraient bien concerner Clit. Une nouvelle très variée et pourtant cohérente. La politique tendue des scènes chez les Tatars laisse bientôt la place à un survival urbain puissant autant que nerveux, tandis que notre héros se retrouve isolé dans Shankiang, assailli par les troupes de Li Jusong. Ses talents martiaux lui sont utiles, mais bien davantage sa ruse, ne serait-ce que pour s'infiltrer dans la ville. Et cela n'est pas un paradoxe, sa sincérité. L'ensemble baigne en même temps dans les symboles et les prophéties qui confèrent à l'aventure un parfum plus mystique, inattendu mais efficace. Le résultat est palpitant, angoissant, épique, malin tout à la fois, et bien sûr l'exotisme y a sa part, très bien employé par l'auteur qui n'en fait pas trop, mais dépayse assurément, y compris en opposant la steppe des Tatars et la ville de bonne taille, civilisée mais en proie aux assauts de civilisés. Je ne doute pas un seul instant que Robert Howard a adoré, et moi aussi. La 2e novella s'intitule Shanganor. Clit est donc devenu le Khakan des Tatars, encore faut-il qu'il trouve à les occuper. La pression des Kalmarks à l'ouest est inquiétante, mais un vieux mythe intrigue les Tatars qui portent sur une forteresse antique au milieu d'un lac et dont on dit qu'elle abrite des trésors considérables. Peut-être de quoi s'accommoder les Kalmarks. Clit est lui aussi curieux, aussi se rend-il sur place, et la forteresse existe bel et bien, qui bénéficie de protections si surprenantes qu'elle ne manque pas d'évoquer quelque démoniaque magie. Après tout, on dit l'endroit gardé par un sorcier qui communique avec les animaux et chevauche un renne. Ici, mettons spoiler au cas où jusqu'à la fin de cette section. Bon, je sais pas si ça vaut, hein, mais... Car le secret de Changanor nous est enfin révélé. Cette forteresse minuscule correspond en fait à l'ultime reliquat du royaume du prêtre Jean, cette contrée mythique de l'Asie dont les Européens croyaient qu'elle était dirigée par un souverain chrétien. Elle abrite bien des trésors, oui, mais peut-être plus spirituels que matériels. Cependant, c'est pour cette même raison un piège redoutable concernant Clit. Depuis qu'il est devenu Khakan, ses ennemis les plus acharnés au sein de la horde tatar sont incontestablement les chamans, le rusé Lon Otai en tête, qui suspectent bien que Clit était chrétien. Ce qu'il est bel et bien, mais qu'il avait dissimulé, sachant que les Tétars le rejetteraient s'ils venaient à l'apprendre. Forcément, ici, ils l'apprennent. L'occasion donc de bien cruels dilemmes pour Clit, qui a promis à ses hommes les trésors de Changanor et qui doit faire face aux manœuvres cyniques des chamans. Et progressivement, un nouveau survival se met en place, mais cette fois en huis clos, tandis que Clit et quelques-uns seulement de ses hommes, même portés à le rejeter pour sa foi quand ils avaient été ses soutiens les plus fidèles, se retrouvent piégés par l'ambitieux Lon Otai. La nouvelle fonctionne très bien. Elle recycle un vieux mythe de manière surprenante mais pertinente, tout en profitant pour injecter de la bizarrerie presque surnaturelle dans le récit, avec l'étonnant personnage du gardien de Changanor, Gurd, mais aussi les autres résidents, l'ultime prêtre Jean,
et une variation étonnante sur Jeanne d'Arc. Mais au-delà, les dilemmes et les ruses, davantage dans l'esprit des précédentes aventures de Cleet, sont joliment mis en avant pour un résultat imparable. La troisième nouvelle, Le Toit du Monde, qui se situe davantage à l'ouest, est peut-être la plus déconcertante car elle paraît tout d'abord passablement décousue. Pourtant, dans sa structure complexe, elle contient assurément de beaux moments, mais c'est tout de même une architecture un peu bancale à mes yeux. La religion y a toujours sa part. Cleet le chrétien, à la tête d'une horde tatare dont la foi semble guère doctrinale et largement chamanique, doit composer avec une nouvelle prophétie émise cette fois par le Dalai Lama, et que ces hommes prennent au sérieux comme un grand seigneur, voire un grand sorcier. En même temps, l'aventure amènera Cleet à côtoyer des personnages musulmans, à la fois pas forcément si intransigeantes non plus, certes. Pourtant, c'est sans doute une fausse piste. Ou plus exactement, derrière la religion, il y a comme de juste la politique qui importe bien davantage. En fait, le Dalai Lama, via son machiavélique envoyé d'Angkor Gelang, entend mettre de l'huile sur le feu dans les relations très tendues entre les Tatars de Cleet et un autre peuple cavalier, les Kirghizes. L'objectif étant de les amener à s'entretuer pour régner sur leurs cadavres. Cleet n'est pas bête, il sait très bien ce qu'il en est, et ses hommes aussi sans doute. Il n'aime pas être manipulé. Mais le contexte le contraint à obéir, et tout d'abord à cette étrange injonction qui conduit Cleet à se rendre, avec, une fois de plus contre son gré, l'indispensable Chagan, dans les ruines d'une vieille cité abandonnée au fond du désert du Taklamakan, puis de se rendre dans la ville de Kashgar, effervescente fourmilière où se nourra à l'avenir des relations entre les Tatars et les Kirghizes, autant dire de l'Asie centrale. Mais dans le désert, Cleet rencontre le véritable personnage central de cette histoire, une femme des plus arrogantes du nom de Shailil, une danseuse au passé ambigu, liée aux Kirghizes, et qui n'aime pas, elle non plus, être manipulée et a fortiori considérée comme un objet. Fine politique, elle sait cependant jouer de ce statut guère enviable pour manipuler les autres. Shailil est un bon personnage et dans son rôle à la Salomé, elle impressionne sans doute davantage que la guerrière en armure de Changanor. À vrai dire, oui, elle prend le premier rôle, d'autant que Cleet, pour survivre à cette complexe histoire, est contraint de jouer à l'imbécile pris de panique. Nous savons forcément qu'il ne s'agit là que d'une façade, mais le récit en est tout de même affecté. L'intrigue est passablement tordue, cependant. Peut-être un peu trop. Elle manque assez clairement d'unité. Là où le contraste de la première nouvelle, du camp de Yurt à la ville assaillie, fonctionnait superbement, ici l'opposition plus marquée encore entre les ruines du Taklamakan et Kashgar débordant de richesses convainc moins, alors même que la portée symbolique de cette opposition est plus considérable encore. Les passages entre les différents tableaux sont plus ou moins convaincants, il faut dire ce qui n'arrange rien à l'affaire, ainsi avec le rôle trouble du marchand Shen Lien. Mais il y a tout de même de beaux moments, de belles images aussi. Sable mouvant du Taklamakan à la lisière d'une ville fantôme, ou chasse à l'amour quand la belle et arrogante Shailil constitue le lot d'un affrontement à mort entre seigneurs cavaliers, tandis qu'en fond se joue l'avenir des Tatars et des Kirghizes. Au final, la nouvelle est donc bonne, mais convainc probablement un petit peu moins que les deux précédentes davantage resserrées, à mes yeux du moins. Cette très relative fausse note mise à part, Le Canne Blanc est un beau volume et un modèle de récit d'aventure. L'impact me concernant a peut-être été un peu moindre qu'avec Le Loup des Steppes, mais je suppose que la joie de la découverte y est pour beaucoup, et ce deuxième tome en est un digne successeur. Harold Lamb est décidément un maître de l'aventure. Il a un don pour l'exotisme qui n'en fait pas trop, sans doute parce que ses textes vibrent de sa passion pour les peuples cavaliers et l'Asie centrale et orientale. La carte blanche qui lui avait été donnée par son éditeur en la matière s'avère un atout de choix. Et bien sûr, il sait sur cette base construire des histoires fortes, débordant de ruses tordues mais pertinentes, et riches de dilemmes insurmontables. Pour ce faire, il joue bien sûr de ce très bon personnage qu'est son héros, Cleet, bien plus complexe et subtil qu'il n'en a l'air. Si les camarades tatars du Canne Blanc, le dévoué Chagan, le fougueux Chapeboga, l'enthousiaste Berang, relèvent sans doute davantage de stéréotypes, c'est à bon droit, et cela se marie bien avec quelques beaux personnages d'enflure en face, comme Lonotai ou Dongkor Gelang, tandis que d'autres antagonistes sont plus ambigus, tels Li Jusang, un adversaire véritablement à la hauteur de Cleet. Enfin, il faut compter avec les personnages les plus singuliers, propres à chaque aventure, comme le charismatique archer Arslan dans Le Canne Blanc, les résidents de Changanor, Gurde en tête, ou, surtout, à vrai dire, l'insupportable et pourtant admirable et subtil Shailil du Toit du Monde. En définitive, même si cela peut paraître un peu mesquin, je ne peux qu'en revenir à ce même jugement émis à suite à la lecture du Loup des Steppes. Dans le registre de la fantaisie, même si à proprement parler les aventures de Cleet n'en relèvent donc pas le moins du monde, l'influence de Harold Lamb sur certains auteurs ultérieurs, et au premier chef Robert Howard, saute aux yeux.
Mais elle fait bien plus que cela. Elle s'affiche aussi comme un modèle indépassé, sinon indépassable. En ce qui me concerne, les aventures de Cleet sont globalement bien meilleures que celles de Conan et compagnie, à quelques exceptions près. Et à en juger par ces deux volumes, il ne fait aucun doute, objectivement, que la qualité est bien davantage constante. Harold Lamb a écrit bien d'autres aventures de Cleet le Cosaque, cela dit. Encore 11, semble-t-il. Je ne puis qu'espérer dès lors que les éditions Kalidor continueront sur cette voie et nous livrerons la suite un de ces jours. J'ai hâte.